Pascal Perraudin va intervenir sur un cas plus précis, la carte postale et les histoires familières vers une curation de la mémoire de la guerre d'Algérie. Alors, pour présenter Pascal, Pascal est professeur associé de français littérature française à Saint-Louis University dans le Missouri. Elle a publié ses recherches sur la représentation de la violence dans la littérature africaine subsaharienne et a publié des numéros de revue, mais aussi des chapitres d'ouvrages en Research in African Literature, International Journal of Cultural Research, Dalhousie French Studies, French Review and Nottingham French Studies. Elle a aussi coédité un numéro spécial de la revue Postcolonial Text, Transnational Inquiries Representing Postcolonial Violence and Cultures of Struggle. Ses recherches actuelles et ses publications se concentrent sur la notion de mémoire dans la fiction contemporaine, enfin la mémoire de la guerre franco-algérienne dans la fiction contemporaine. Merci beaucoup Pascal pour cette communication que nous écoutons avec grand intérêt. Ok, merci. Alors, merci à Gilles et à tout le monde pour avoir vraiment permis ce colloque, et j'aurais vraiment aimé pouvoir être là avec vous pour d'abord écouter toutes les présentations qui ont eu lieu pendant la nuit ici. Mais voilà, bon. Je ne suis pas spécialiste de la carte postale ou de l'esthétique, donc ça sera une exploration que j'espère vous m'aiderez à approfondir. Alors, quelle est la nature de notre lien colonial, quelle est la nature de notre lien au passé colonial? C'est ce qui m'intéresse à travers cette exploration. Comment notre mémoire, ou plutôt notre post-mémoire, individuelle, singulière, prend acte d'une mémoire collective, nationale, familiale, fortement façonnée par une expérience coloniale en amont. Et comment ma position d'héritière d'un passé national construit à travers l'expérience coloniale survit, se révèle et me révèle aujourd'hui. Et comment peut-elle accueillir la filiation coloniale, cette mémoire transgénérationnelle, sans pourtant bannir un devenir du récit personnel, familial et peut-être national. Et si tout commençait par une carte postale? Alors, je propose ici d'explorer comment une carte postale de la période de la guerre d'Algérie peut donner lieu à un récit singulier, rétrospectif, presque par procuration, en ouvrant une brèche dans la transmission entre générations. La carte postale devient le levier d'une curation de la mémoire. Alors, je vais certainement vous décevoir ou décevoir les participants à ce colloque, car je dois mentionner que je ne vous montrerai pas de carte postale, car la carte postale en question a disparu. Il s'agissait d'une carte postale d'Algérie que mon père, appelé pendant la guerre, avait envoyée à ma mère, alors sa fiancée, et ce bien avant ma naissance. Carte découverte par hasard ou interceptée parce qu'elle ne m'était pas destinée, alors que j'étais adolescente, au milieu d'objets consignés au sous-sol de la maison familiale. Je reviendrai plus tard en détail sur cette carte qui présente un paysage urbain d'Algérie avec, griffonné au dos, juste en quelques mots, une déclaration d'amour. Je t'aime pour la vie. Qu'est-il advenu de cette carte? Perdue, jetée, que sais-je? S'il n'en reste aucune trace matérielle chez mes parents, l'empreinte de cette carte désormais manquante a cependant fini par s'imprimer en moi et dans mon univers mémoriel. Est-ce le jeu d'une simple transmission généalogique? Pour tenter de répondre, les deux actes de mon intervention prendront en considération d'abord
la mise en place de la transmission et les conditions de sa performance, et ensuite la mise en place d'une réception transgénérationnelle. Alors, pour évaluer à leur juste mesure les conditions de la transmission qui se mettent en place, rappelons d'abord quelques éléments importants concernant la carte postale. Apparemment anodin, cet objet image est devenu incontournable depuis les premiers tirages à l'époque de l'exposition universelle de 1889, selon Christian Macaulay. La carte postale s'est imposée dans les pratiques sociales au cours du XXe siècle. Elle résonne avec les moments clés de l'histoire. Elle accompagne déplacements et voyages. Produite en masse dès la moitié du siècle dernier, la carte postale est un objet qui, acheté, envoyé, paraphé, trace et projette les contours d'une expérience personnelle à laquelle on tente d'associer d'autres personnes, d'autres lieux et d'autres temporalités. C'est un objet image socialisé, pour reprendre les termes de Christian Macaulay. La carte postale opère comme support de transmission. Déclarative d'un positionnement à un moment donné, la carte postale énonce et matérialise les contours d'une présence et d'une participation dans un espace-temps. Elle esquisse les contours de l'univers de la personne qui l'envoie. Outre sa valeur déclarative, on retrouve en la carte postale une volonté d'attester et de faire valider une expérience personnelle et un récit aux yeux des destinataires. On reviendra sur ce point. On y partage en effet un rapport au cadre socioculturel et au temps, tout en inscrivant sa griffe dans les lieux représentés. L'envoi de la carte postale s'inscrit souvent dans une volonté plus ou moins consciente d'actualiser les ressorts de la socialisation. Elle peut refléter un univers, tout comme elle peut entretenir ou projeter des points de vue au sein de son réseau communicationnel, de son cadre social, la dimension idéologique. La dimension de socialisation qu'on associe à cette image-objet rend l'usage de la carte postale dans le contexte de la guerre d'Algérie particulièrement intéressante. Dans son dernier ouvrage, « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ?», l'historienne Raphaëlle Branche s'interroge sur, je cite, « la capacité des générations à communiquer entre elles », fin de citation, au vu des silences et des dénis qui ont marqué la transmission autour du conflit franco-algérien, tant à l'époque de la guerre que dans les décennies qui ont suivi. Les causes de ces nombreux silences sont complexes et multiples et déterminées en partie par un discours officiel qui ne reconnaît pas la guerre. Il faudra en effet attendre l'année 1999 pour que l'Assemblée nationale la reconnaisse, et aussi déterminée également par une emprise générationnelle très forte. Son livre apporte un éclairage important sur la dimension sociale qui définit ce qu'on partage et ce qu'on tait dans la correspondance en général, donc ce qui a joué un rôle important dans le type de transmission qui s'est faite autour du conflit. Pour notre propos ici, on retiendra qu'à l'époque de la guerre d'Algérie, c'est avant tout un désir de continuité sociale et familiale qui anime les grandes lignes de la correspondance entre les appelés et leurs familles proches, et de la même façon entre les appelés et leurs fiancés. On ne déroge pas au rôle hérité des modèles des générations précédentes, on se donne à voir comme on s'attend à être vu, comme un bon fils, courageux, respectueux de l'autorité paternelle, capable aussi d'affection envers les mères ou les fiancés, envers lesquels on ne dédaigne pas de se montrer protecteur. En cela, on s'inscrit dans une continuité temporelle, sociale et familiale, et l'héritage se transmet. Et la volonté de conforter, de ne pas bouleverser l'ordre social et familial conduit, effectivement, dans la plupart des cas présentés par l'enquête de Raphaëlle Branche,
à mettre l'accent sur ce qui rattache et relie celui qui est éloigné, l'appelé en Algérie pendant le service militaire, à ceux laissés derrière, la famille en France. Dans la correspondance entre conscrits et leurs proches, on met donc en avant ce qui rappelle ce qu'on connaît bien, des repères qui délimitent son cadre social et familial, repères partagés avant le départ, reconnaissables et dans lesquels on projette de se réinsérer au retour, l'adhésion à un système de valeurs. En un sens, ce que les conscrits dévoilent semble défini par ce que la famille peut recevoir. Néanmoins, si un lien tacite unit destinateur et destinataire, et si, comme le résume Raphaël Branche, les lettres échangées, je cite, obéissent à des règles implicites et se déclinent selon les destinataires, ou plus précisément, selon les liens qu'elles actualisent par leur existence même, fin de citation, la question de ce qui s'est vraiment transmis dans la France de l'après-guerre d'Algérie jusqu'à aujourd'hui, en regard des clichés qui circulent, s'impose. Comment regarder, au-delà de cette période, l'absence d'évocation des sujets qui fâchent et troublent? Violence, peur, torture, racisme. Ceci me rappelle, pardon, excusez-moi. Ceci me ramène à cette carte postale d'Algérie, trouvée par hasard, dont j'ai mentionné au début de cette intervention le texte qui figurait au verso. Envoyée à sa fiancée, cette carte s'inscrit dans une projection dans le futur, à travers le message, celui de la déclaration d'un amour infini, pour la vie. Déclaration somme toute assez banale, que cette projection dans un futur lointain visant à sceller une relation, une intimité entre deux êtres. Elle marque une étape charnière qui cherche à confirmer la relation dans le temps et à actualiser une nouvelle relation familiale à venir. En retournant la carte, on découvre l'illustration au recto. La scène semble surgir d'une autre époque et la technique de colorisation ajoute un caractère vieillot. Plutôt que des teintes naturelles, l'éclat des couleurs semble être ajouté après coup, comme pour rehausser ou connecter artificiellement à une modernité naissance décalée. Les couleurs d'ensemble contribuent à souligner la patine du temps, en décalage avec la période de lecture, celle de la fin des années 70. Par ailleurs, au-delà des couleurs quelque peu passées, presque délavées, se dégage une dimension éclectique derrière les éléments rassemblés sur cette carte. Des bâtiments aux contours familiers, imposants, bordent de larges avenues. L'architecture urbaine s'offre ainsi dans toute la modernité qu'elle s'efforce de projeter. Elle s'impose face à une végétation qui se limite à encadrer la scène. Des palmiers déploient leurs branches sur fond de ciel bleu et lumineux en arrière-plan, comme si repoussés. Les détails locaux s'effacent au contact de la modernité, mais restent suffisamment présents pour souligner le contraste entre les symboles coloniaux du lieu et le caractère exotique, lointain, à apprivoiser, à domestiquer et à conquérir. La carte d'Algérie atteste et certifie la réalisation d'une expérience importante. Ici, le service militaire qui a eu lieu dans cette contrée lointaine est un passage obligatoire dans la formation de jeunes hommes de l'époque et contribue à l'inscrire dans la continuité nationale. Le service assure la relève dans la nation et dans la continuité sociale. Il pourra alors fonder une famille et travailler à son retour. Cependant, cette continuité repose sur une assise coloniale, renfermée par l'image de cette carte postale, support au message. À ce titre,
cette carte invite à s'interroger sur la transmission de cet héritage colonial qu'elle met en place au-delà de la période de ce conflit franco-algérien et dans les décennies suivantes. Qui dit envoi, dit en effet réception. Pour que la démarche de socialisation que véhicule la carte soit effectivement actée et validée, il faut qu'elle soit reçue. Certes, la valeur déclarative de l'amour promis a été reçue, entendue, performée. Un mariage s'en est suivi et 2 enfants. On pourrait s'arrêter là. D'ailleurs, mon père, que j'ai interrogé sur l'existence de cette carte et autres possibles souvenirs rapportés ou conservés, ne se rappelle rien du tout. Et pourtant, au détour de cette carte postale, une transmission transgénérationnelle a pris forme. Cette carte postale fonctionne comme nombre d'objets dans l'élaboration d'une mémoire commune, partagée, que ce soit au niveau collectif ou au niveau familial. Comme le rappelle le sociologue Maurice Halbwachs, l'objet, l'image-objet ici, s'impose comme support autour desquels des souvenirs communs, des relations, des valeurs sont partagés. Mais le partage opère aussi dans le futur et dans la survivance de ces objets dans l'horizon mémoriel. Et alors se pose la question de réception. Bien que la transmission n'aille pas de soi, bien que la carte ait été destinée à une personne précise, au début des années 1960, ma mère, dans un contexte particulier, il n'en demeure pas moins que cette image survit, a refait apparition à plusieurs reprises, preuve de sa survivance dans mon univers, mais aussi dans l'imaginaire collectif. Et on doit se demander quelle continuité de transmission cette carte met-elle en scène. La carte postale, par son texte et son image, est le marqueur d'un cadre social de mémoire où se reconnaissent et se projettent les membres d'un même groupe. L'accès soudain à cette carte postale dans le sous-sol de mes parents, alors que je n'étais qu'adolescente, s'impose avec une fulgurance surprenante. Telle une intrusion, elle introduit le désordre en me liant à un pan de l'histoire jusque-là ignoré, en me ramenant à une autre temporalité qui me précède et pourtant me désigne. En effet, au regard voyeur, lecture témoin d'une intimité, d'une déclaration qui ne m'était pas destinée, s'ajoute la révélation d'une découverte de ce passé qui m'est, semble-t-il, destiné. Dans les balbutiements d'une alliance qui se concrétisera, en l'occurrence par le mariage, le destinateur, mon père, en apposant sa signature sur cette carte, s'inscrit dans un énoncé idéologique qu'il envoie, qu'il destine à qui voudra bien recevoir la missive, la future épouse, la destinataire principale visée. Cette image-objet devient, pour emprunter à nouveau les mots de Christian Mallory, je cite, à la fois ancrage dans le passé et promesse d'utopie. Fin de citation. Ancrée dans l'énoncé d'une vaste entreprise, l'utopie coloniale et ses visions de grandeur qu'elle voue à l'avenir, la déclaration sur cette carte assez pittoresque aux accents exotiques entérine, semble-t-il, les projections expansionnistes coloniales dans un avenir sans limite. Elle se dissémine vers d'autres destinataires qui ne manqueront certainement pas de se reconnaître dans ce groupe familial, dans ce groupe collectif familial, lui-même issu d'un groupe plus vaste, la France coloniale. Comme on le sait, l'envoi, tout comme le don, comporte l'injonction d'un retour, d'une reconnaissance ou d'une réversibilité de l'acte initial. Alors, comment accueillir cette mémoire? Comment accueillir cette empreinte
d'un passé colonial dans ses propres archives personnelles, matérielles ou imaginaires. Dans quelle mesure l'envoi de cette carte façonne-t-il ses destinataires à travers les générations, c'est-à-dire ses héritiers, ses héritières, et ce, par-delà le temps de l'énonciation et de sa réception initiale. Le malaise engendré autour des nombreux silences, dénis, secrets et scandales qui ont entouré la guerre d'Algérie, qu'ils relèvent de la sphère publique ou privée, n'empêchent en effet pas la transmission. Nous en sommes les dépositaires. Cette carte fait écho au non-dit, pendant et après la guerre, source de malaise dans la post-mémoire. Les silences sur les sujets qui mettent mal à l'aise, sur les exactions en partie, sur les exactions, traduisent-ils en partie aveuglement et naïveté des conscrits, du père conscrit, ou connivence avec les valeurs du système colonial. Et donc, suis-je porteuse de cette projection idéologique dominante? Car, comme la lecture fortuite de cette carte postale le montre, je suis happée dans ce récit, désigné par procuration comme dépositaire, à la fois ramené à ma préhistoire et projeté dans son avenir. Alors, pour conclure, on peut peut-être attribuer la survivance fantomatique de cette carte postale au commentaire, le message au verso, qui accompagne l'illustration au recto. Le message, en désignant la généalogie, place ses héritiers ou héritières dans ce cadre de mémoire. Ce qui en fait peut-être la singularité de la réception, c'est la découverte fulgurante, fortuite de cette irruption dans le temps de ce récit, à l'époque de l'adolescence, et ses retours inattendus, ses réverbérations temporelles. Dès lors, cette carte postale disparue ne s'impose pas comme simple reproduction généalogique, mais comme la conscience qu'elle fait partie intégrante d'un récit singulier à construire. Comme l'image manquante de Ritipan, elle invite à penser, à méditer, à bâtir l'histoire et se pose comme l'image d'une quête. Il s'agit d'apprendre à se situer dans ce dispositif entre l'image et le message et dans les différentes temporalités sur lesquelles notre mémoire se construit. De par l'absence matérielle de cette empreinte première, cette carte disparue, mais la survivance mémorielle de ce dispositif enjoignant à s'y inscrire, la carte postale ouvre une brèche dans la transmission de la post-mémoire coloniale, en ce qu'elle problématise, par son absence même, toute reconnaissance et reproduction. Et donc, elle invite à un retour vers ce qu'on peut reconnaître, recevoir ou pas, pour permettre le récit singulier.